Alors évidemment, organiser cette conférence à Pantin, ça prend tout son sens au regard de la thématique. Je pense que pour ceux qui sont de Pantin, comme ceux qui viennent d'autre part, on a tous entendu le fait que c'était une ville qui connaissait des mutations assez importantes depuis ces dernières années, avec de nouveaux logements, de nouvelles activités, de nouveaux habitants, et elle est confrontée à des défis. Alors parfois, pour caricaturer, certains parlent de gentrification. En tout cas, il y a des défis, et ça nous paraissait intéressant de pouvoir organiser cette conférence à Pantin et prendre appui sur des exemples pantinois, mais pas que, parce qu'on a évidemment d'autres initiatives qui nous viennent d'ailleurs, et donc on va essayer d'examiner les différentes formes de liens sociaux et de mixité sociale qui peuvent exister sur des villes telles que Pantin. Pour y parvenir, nous avons la chance d'avoir 4 intervenants qui connaissent et qui maîtrisent le sujet, qui chacun, à leur échelle et à leur façon, participent du mieux vivre ensemble en ville. Je les présente par ordre alphabétique et puis après j'arrêterai de parler pour leur laisser la parole. À ma gauche, Bertil Defosse, vous êtes directeur général d'Auxilia et de Chronos. Oui, là je vous vois, mais en vrai on se connaît. Un cabinet d'études et de prospective qui est spécialisé dans l'innovation urbaine, et donc vous êtes spécialiste des mobilités émergentes, d'innovation sociale, de développement territorial, et vous analysez notamment les nouvelles formes de coopération entre acteurs publics, privés et citoyens à l'échelle locale, on pourra y revenir naturellement. Et parmi les différentes explorations et les différentes études que vous pouvez mener, il y a notamment celle avec le lab WeShare Chronos, qui est un laboratoire dédié aux innovations urbaines d'usage et de services. Merci d'être là, Bertil. À votre gauche, Siam Lo. Donc vous êtes la fondatrice d'une plateforme d'habitat participatif qui s'appelle Au fil des voisins. Je le présente très rapidement, mais vous le ferez bien mieux que moi dans quelques instants. C'est un dispositif, donc une plateforme qui permet à des personnes qui sont amenées à être de futurs voisins de se regrouper et de définir collectivement quel sera leur projet d'habitation. Et donc il y a vraiment cette dimension de prise de décision collective qui est importante. Et donc c'est une structure aujourd'hui qui coordonne une quinzaine de projets, il me semble, participatifs à travers la France. Et puis on parlera également un petit peu de Pantin tout à l'heure. Alain Perriès, bonsoir. Vous êtes un connaisseur évidemment des enjeux de la ville de Pantin, puisque vous êtes premier adjoint au maire en charge de l'urbanisme, de l'aménagement, de l'habitat et du bâtiment, et vous êtes également conseiller territorial au sein de Est Ensemble, l'établissement public territorial du Grand Paris. Un grand merci d'être présent sur cette table ronde. Et puis enfin, Johan Thiel, on est un petit peu chez vous ici. Vous êtes cofondateur, directeur artistique de Souk Machine. Alors également, vous reviendrez dessus, mais sauf erreur, Souk Machine au début, c'est une aventure qui consiste notamment en l'organisation de soirées qui sont résolument ouvertes à tous en région parisienne. Et puis progressivement, votre association s'est spécialisée dans la reconversion de sites inoccupés, en mettant à disposition des espaces de travail, mais aussi des lieux de vie ouverts sur le territoire. Et c'est notamment dans ce cadre-là que l'association gère la Halle Papin, où nous sommes réunis ce soir, un lieu absolument magnifique. Et encore une fois, merci 1000 fois pour votre accueil, votre soutien. C'est vraiment super de pouvoir organiser cette rencontre ici. Et merci à vous quatre d'être présents. Quelques mots sur la façon dont va se dérouler la soirée. On va avoir un temps d'échange, déjà tous les 5, où je vais vous interroger les uns et les autres sur votre vision de la ville de demain. Sera-t-elle inclusive et solidaire, et si oui, comment? Et enfin, je vais me tourner vers vous dans la salle. Un micro se baladera pour que vous puissiez poser vos questions, donc n'hésitez pas à les noter au fur et à mesure, au fil de l'eau. On fera en sorte de pouvoir en prendre le maximum possible. Et puis encore une fois, il y a le hashtag UpConf qui est là pour recueillir également vos contributions et vos témoignages. Mon engagement, c'est qu'on termine à l'heure. On a commencé à l'heure, donc ça devrait faciliter les choses, à 20h45. Et je ferai également en sorte que les propos tenus par les uns et les autres soient les plus pédagogiques possibles. Mais ça, je suis sûr que vous y parviendrez sans aucun mal. Peut-être juste pour finir, vous dire que le bar de la Halle Papin est ouvert. Donc n'hésitez pas, si vous voulez également vous rafraîchir l'esprit. En plus de vous rafraîchir l'esprit, de vous rafraîchir tout court avec des boissons. Et puis, si vous le souhaitez, on pourra également poursuivre, pour ceux qui peuvent rester, un petit peu les échanges après. En tout cas, le bar restera ouvert. Ça vous va à chacun? On peut commencer. Je vais proposer à Johan de tout simplement de commencer puisqu'on est chez vous. Je le disais, donc vous êtes cofondateur de cette association Souk Machine. On va commencer par essayer de comprendre un petit peu déjà d'une part quelle est la genèse de cette association, quelle était sa vocation à l'origine avant d'en arriver à la Halle Papin.
Vous l'avez très bien dit. On a commencé en 2005, donc ça date quand même un petit peu. Et effectivement, on a commencé à organiser c'est une rencontre qui s'est faite à la fac d'ailleurs, Paris 3. Et on devait monter un projet culturel, et c'est là avec des potes, on s'est assemblés pour créer un projet qui a donné Souk Machine et qui a donné tout ce qui s'ensuit depuis 2005, plein de choses. Et à la base, effectivement, l'idée c'était d'organiser des soirées, on va dire, très festives. On va dire quand même très festives. Dans des lieux atypiques, c'était ça l'idée, et de récupérer en fait des bâtiments le temps d'une nuit, d'une journée, des bâtiments laissés à l'abandon en Île-de-France, on va dire. Et d'en faire des lieux de convivialité, des lieux de vie, des lieux de fête, et en rassemblant un public. Donc ça a tout de suite très bien marché, ce qui nous a donné la foi de continuer. Et en fait, c'était des soirées assez spéciales, parce que l'idée c'était, enfin spéciale, pas si spéciale que ça, mais de mélanger plein de formes artistiques. C'est pour ça qu'on s'appelle souk. C'était l'idée de transposer un marché, un souk, avec plein d'artistes, et voilà, enfin partout. Et du coup, on recomposait, rescénographiait tous les bâtiments, les espaces extérieurs qu'on avait qu'on nous laissait gentiment. Et du coup, on en a fait beaucoup. On en a fait beaucoup pendant très longtemps. Après, moi, je me suis beaucoup occupé en 2010 du 6B. Je suis arrivé au début du 6B, j'ai fait beaucoup de 6B. Donc, j'ai commencé à... Alors, 6B, pour ceux qui ne connaissent pas... C'est un lieu, c'est un lieu à Saint-Denis. Un énorme bâtiment de 7000 m² qui est entre la confluence du canal Saint-Denis et de la Seine, et où il y a un énorme espace extérieur, où il y a 7000 m², aujourd'hui encore 170, 150 résidents, plein de métiers confondus. Et donc moi j'ai fait Enfin voilà, du coup à cette période j'ai commencé à m'occuper d'un lieu, et m'en occuper beaucoup parce que je m'occupais de la conception de tous les événements au 6B. Et la fabrique à rêve et tout ça, et du coup, et puis on a fait beaucoup de Souk Machine là-bas, les premières d'ailleurs. Et après, on a eu l'opportunité enfin, on nous a contactés justement pour récupérer un bâtiment à Nanterre. C'était en 2014. Et donc là, le projet a changé un peu, enfin, a mué. Et on a récupéré ce bâtiment qui était le pavillon du Docteur Pierre, et pas un bâtiment, pas n'importe lequel, c'était un bâtiment classé monument historique complètement fou, avec un énorme jardin, un peu un espèce de château. Et là, on a professionnalisé, structuré le projet, parce qu'avant, on était, on va dire, des fêtards un peu. On faisait ça quand même. Enfin, on estime bien, mais on faisait que des fêtes. On avait tous nos boulots à côté, où on était étudiants et tout ça. Et en fait, le fait d'avoir des murs nous a permis de structurer le projet, se professionnaliser, et puis d'avoir tout simplement les premiers salariés. Et du coup, on a développé le projet, on a fait des résidences, un lieu de résidence, de lieu de travail en fait, lieu de travail. Et on a continué à faire beaucoup d'événements parce qu'on avait l'espace pour le faire. Et puis le projet a très bien marché. On a atterri du coup ici après. En quelle année ? En 2016. D'accord. C'était 2015 le début du projet. C'est en 2014 qu'on a eu fin 2014 qu'on a eu l'information on nous a contacté pour le lieu à Nanterre. Et puis on est resté 9 mois. C'était vraiment très 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 court. Et puis du coup la même personne qui nous avait contacté pour Nanterre nous a donné un contact à Est Ensemble, et c'est de là que du coup on a monté le projet avec Est Ensemble, qui est la communauté d'agglomération de l'Est du 93. Et de là on a réussi à avoir la Halle Papin, et puis après on s'est installé en 2016. Aujourd'hui on a 100 résidents à l'intérieur, donc 100 personnes physiques qui ont leur atelier ou leur espace de travail, et ça regroupe plein de métiers différents. On a des brasseurs, on a des plasticiens, on a des designers, on a des constructeurs, enfin voilà, il y a vraiment plein de métiers différents. Et voilà, depuis 2016, on a monté un projet pareil de résidence, et nous, notre ADN étant les événements, la production d'événements. On produit aussi beaucoup d'événements. Donc ici, là, donc l'espace extérieur, tout l'espace extérieur que vous voyez jusqu'au bout là-bas, c'est nos petites guinguettes estivales. Et on fait beaucoup d'événements hors les murs, et du coup, on a noué beaucoup de partenariats, notamment avec bien sûr la mairie, et plein d'acteurs locaux, et on développe ça. Et là, c'est tous les week-ends, on est ouvert tous les week-ends au public, et toute la semaine, c'est des espaces de travail. Donc voilà, le projet aujourd'hui, c'est tant la production d'événements que on défend le fait de pouvoir récupérer des bâtiments et offrir des espaces de travail à moindre coût, parce que c'est ça l'idée aussi. C'était quoi ce bâtiment avant ?
C'était une usine de fabrication d'outillage mécanique, une usine de pneus, enfin il y a eu plein de choses, plein de vie. D'accord. On reviendra tout à l'heure sur ce qui se passe, la vie qui est menée ici à la Halle Papin. Avant ça, j'aimerais tourner vers Bertil. Donc je le disais, vous êtes le dirigeant d'un cabinet de prospective qui s'appelle Chronos, qui s'intéresse beaucoup à la ville. Déjà, est-ce que vous pouvez en quelques mots nous dire ce que c'est un cabinet de prospective? C'est quoi votre métier et pourquoi est-ce que le sujet des villes vous passionne autant? Bonjour à tous, excusez-moi pour les soucis techniques. Voilà, je m'appelle Bertil Defosse et c'est quoi un cabinet de prospective? Ou alors, pourquoi on s'intéresse à la ville? D'ailleurs, on s'intéresse plus au territoire qu'à la ville en fait. La ville, c'est un peu restrictif, on a une acception un peu restrictive. Nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt la façon, les bassins de vie, les territoires vécus par les gens fonctionnent, et on s'intéresse depuis longtemps à la façon dont les usages notamment évoluent dans la ville. Et donc il y a un binôme en fait usage-innovation qui est intéressant à regarder parce que ça détermine pas mal de choses. Vous mentionniez William les observatoires qu'on peut réaliser qui visent à documenter la façon dont les gens évoluent dans leurs déplacements, leur mode de consommation, leur mode d'habitat, etc. Et du coup, on est amené à essayer de poser un regard un peu... j'allais dire une prise de recul, c'est hyper présomptueux, mais on essaye d'aider tous les acteurs de la ville à faire preuve de discernement en fait, sur les dynamiques à l'œuvre. Voilà, c'est un peu comme ça qu'on arrive à parler... Alors dans les grandes mutations à l'œuvre, il y a la transition numérique qui impacte forcément les villes, il y a la transition écologique qui nous tient énormément à cœur, et puis il y a la transition... économique et tout ce qui s'ensuit, y compris du coup la question de la ville inclusive et ce qu'elle peut revêtir comme aspect, quoi. Alors justement, la ville inclusive, c'est bien le sujet dont on parle ce soir. Derrière ces mots, ville inclusive, ville solidaire, voire même ville collaborative, qu'est-ce qu'il faut comprendre par ces notions? Ça correspond à quoi dans la réalité? Alors peut-être qu'il y a effectivement plein de termes un peu jargonneux. D'ailleurs le terme ville inclusive, je suis pas un historien de la ville inclusive et j'ai pas du tout la prétention de faire un tableau ou une généalogie de comment on en arrive à parler de ça, mais peut-être que le terme de ville juste est plus intéressant que ville inclusive. On met des mots qui marquent plus la situation, quoi. Le terme de ville juste, pourquoi il s'impose aujourd'hui? C'est déjà intéressant de voir qu'on parle de plus en plus de ville inclusive et que donc c'est une responsabilité qu'on transfère à la ville. Benjamin Barber, qui est un politologue américain, dit que ce qui fait la force des villes par rapport aux États, c'est qu'ils n'ont pas de frontières et qu'ils sont obligés d'accueillir en fait le nouveau et de faire avec. Et moi, en tout cas, j'aurais une lecture de la ville inclusive comme d'une injonction qui est faite à la ville de réussir à accueillir et de gérer les inégalités, notamment sociales, qui traversent la société, quoi. Et ces inégalités-là, je vais m'enfoncer des portes ouvertes, mais il y a tout un ensemble de facteurs qui fait que depuis une trentaine d'années, ces inégalités augmentent. Dernière en date, c'est la crise de 2007 et les conséquences qu'elle a aujourd'hui. On pourrait parler de la crise migratoire, de la transition numérique qui est certainement envisagée comme un facteur qui amplifie les inégalités. Et du coup, parler de ville inclusive ou de ville juste ou de Fair City, etc., c'est de se dire quel rôle la ville peut jouer peut-être pour héberger, accueillir, limiter, réduire, prévenir ces inégalités qui traversent la société. Aujourd'hui, on a le sentiment, mais c'est ce que vous disiez aussi un peu en filigrane, qu'il y a un sentiment de plus en plus partagé, du moins une appétence pour ce type de ville. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut constater effectivement sur l'ensemble des territoires sur lesquels vous êtes amené, vous, à vous intéresser? Est-ce qu'on peut dire que est-ce que c'est un effet de mode, ou est-ce qu'au contraire, il y a quelque chose qui est vraiment ancré dans le réel? Quel est le regard que vous portez sur cette question? Alors là, pour le coup, j'ai pas de données statistiques, mais ouais, je pense que le terme de ville inclusive ou l'ambition pour les collectivités locales, les villes en particulier, d'être inclusives, elle est assez largement partagée, quoi. Il y a assez peu de villes qui se disent, moi, je veux être une ville hyper exclusive, quoi. Peut-être Neuilly, mais en dehors de ça, il y a pas beaucoup de villes qui
Non, pas... on en reparlera. Après, il y a des villes qui professent certaines choses et qui agissent différemment. Mais voilà, il y a certainement en tout cas l'idée de vouloir tendre. Alors après, est-ce qu'on s'en donne les moyens ou pas, c'est autre chose, mais de tendre vers une ville qui est capable de limiter les phénomènes de ségrégation spatiale, limiter les phénomènes d'évitement, de ghettoisation, etc., et de favoriser un vivre ensemble. Après, le terme du vivre ensemble serait intéressant qu'on y revienne. Pourquoi on parle autant de vivre ensemble ? Parce que vivre ensemble, on peut vivre ensemble et côte à côte sans partager grand-chose. Je pense que le terme vivre ensemble est assez significatif et serait intéressant à déconstruire. Je ne sais pas si c'est le moment de le faire maintenant ou pas, mais on fera plus tard. Merci beaucoup Bertil. Alain Perriès, vous êtes évidemment un observateur privilégié de la ville de Pantin. En tant qu'élu, est-ce que vous vous retrouvez dans les présentations que Bertil a pu faire ? Est-ce que ces notions de ville inclusive résonnent également pour vous ? Finalement, quel regard est-ce que vous portez en tant qu'élu de la ville de Pantin sur ces enjeux ? Il marche. Oui, mais sur le problème de la ville, on sent que l'importance, c'est de créer, alors je ne sais pas si on peut appeler ça vivre ensemble ou autre chose, mais de créer une situation où tout le monde a sa place dans la ville. Tout le monde doit avoir sa place dans la ville. Et on constate malheureusement, et là je suis un petit peu en désaccord avec vous, c'est que pour certaines villes, c'est pas forcément tout à fait vrai. Parce qu'il n'y a pas que Neuilly. Il y a malheureusement un nombre important de villes qui se refusent, on est très clair, à appliquer la solidarité nécessaire entre les catégories sociales qui les composent. Et qui surtout font tout, alors là pour être exclusive, pour exclure certaines catégories sociales. Alors une ville, ça ne peut pas être, je dirais les deux bouts de la chaîne, ça ne peut pas être une ville où vous avez 70 ou 75% de logements sociaux. Ça ne peut pas fonctionner. Et ça ne peut pas non plus, et encore moins, être une ville où vous avez 5% de logements sociaux. Une ville, c'est une composante dans laquelle il y a des logements sociaux, des logements intermédiaires, des logements en accession. Et c'est une volonté qu'on a, c'est que Pantin est une ville historiquement populaire, qui avait un passé industriel. Malheureusement, la situation de l'industrie française, vous la connaissez tous, nous amène à réfléchir à d'autres types de développement économique. Mais, nous souhaitons que ce caractère populaire reste affiché. Ainsi, en 2001, il y avait 31% de logements sociaux sur Pantin. Nous en sommes à 38. Et nous voulons monter à 40. Par contre, on ne montera pas à 60, parce que ce serait contre-productif. Ce qu'il faut, c'est que, aux côtés de ces populations populaires, il y ait d'autres catégories sociales, principalement en l'occurrence en ce moment venues de l'autre côté du périphérique, mais qui veulent accéder au logement, qui veulent avoir des logements corrects, etc., à des prix qui ne les font pas fuir. Parce que c'est ça aussi la réalité. C'est le prix auquel on peut proposer quelque chose. Et là, on a une vraie difficulté, où il faut se battre tous les jours pour éviter que le prix du foncier aboutisse à ce qu'on exclue une catégorie de personnes. Et notamment, comme on est toutes les villes, effectivement, sont un peu liées par les obligations de logements sociaux et très sociaux, il y a une catégorie d'habitants, si on n'y fait pas attention, on les exclut et on les renvoie à 100 km. Parce qu'ils n'auraient pas les moyens de s'acheter ou de louer au prix du marché. Et d'un autre côté, ils sont à un SMIC et demi, et là, ça commence à devenir très difficile. Donc ils n'ont pour certains pas d'aide sociale, même si on dépense un pognon fou, comme disait l'autre. Ils n'ont pas d'aide sociale, ils n'ont pas d'aide suffisante pour se loger. Résultat des courses, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont plus loin. Et c'est un vrai problème qu'une partie des populations
qui travaillent dans cette région Île-de-France et qui sont poussés vers les régions alentours, c'est-à-dire au bout de la Seine-et-Marne, dans l'Oise, etc. Et là, effectivement, ça n'est plus que l'inclusif, c'est de l'exclusif. Merci beaucoup pour ces éléments de contexte. On reviendra tout à l'heure aussi sur quelles sont les actions que vous pouvez mener en tant qu'élu, mais également en vous associant à des acteurs tels que Souk Machine pour justement endiguer ce phénomène. Justement pour essayer d'incarner un petit peu quelles sont ces solutions qu'on peut apporter pour créer plus de mixité. Je me tourne désormais vers Siam. Donc vous êtes la fondatrice, je le disais tout à l'heure, de la plateforme Au fil des voisins, donc qui fait de l'habitat participatif. Naturellement, lorsqu'on pense à une ville, sans doute que dans l'inconscient collectif, on se dit en premier lieu, c'est l'endroit où on habite. Et l'habitat participatif, c'est une forme assez innovante, en tout cas, qui sort un petit peu des sentiers battus. Est-ce que déjà, dans un premier temps, vous pouvez nous dire assez simplement ce qu'est l'habitat participatif, et ensuite nous dire pourquoi est-ce que vous vous êtes lancé personnellement dans cette aventure habitat participatif? Alors, l'habitat participatif, c'est innovant, et oui et non, c'est-à-dire que c'est pas nouveau, hein, c'est assez ancien finalement. C'est innovant en fait dans la manière dont on le mène aujourd'hui, c'est-à-dire avec une manière un peu plus cadrée. Voilà, et donc Au fil des voisins, donc je vais vous expliquer très rapidement. Donc Au fil des voisins, c'est une plateforme dédiée à l'habitat participatif. C'est une filiale du groupe La Poste, donc je ne vais pas présenter là puisque tout le monde connaît. Et l'idée, c'est d'accompagner des habitants, donc des futurs voisins, pour créer en fait et réfléchir ensemble à son habitat. Alors il y a deux façons de réfléchir à l'habitat. Hein. Il y a, je réfléchis mon logement personnel, comment je vais le configurer, etc. Ça c'est une partie qui est très sympathique, mais qui n'est pas la priorité en fait dans notre travail à nous chez Au fil des voisins. Notre priorité elle est vraiment dans l'accompagnement, c'est-à-dire comment on co-construit ensemble et comment on interagit entre humains, parce que c'est là la question, dans son habitat. Voilà, parce qu'il faut prendre des décisions ensemble. Donc nous, on accompagne les habitants sur la partie gouvernance, comment on résout un conflit quand il y en a un, parce qu'il y en aura forcément un, comment on prend des décisions ensemble, comment on interagit ensemble. Donc nous, on forme en plus les enfants, parce qu'on se dit, on forme aussi les citoyens de demain, et ça, on remet une couche. Et au-delà de l'habitat, c'est comment on s'intègre, et là, notamment quand on a des quartiers entiers, hein, qui sortent de terre, quand on a 100, 300 logements qui sortent de terre, c'est comment on s'intègre en fait dans une ville, dans un quartier, comment on interagit aussi avec les habitats qui ne sont pas participatifs de base, et comment on rend en fait un quartier plus, alors inclusif, je ne sais pas si c'est vraiment le mot, mais en tout cas, j'aime bien le plus juste. Voilà, je vais le reprendre, très bien. L'habitat et ce projet, donc, il est né, je crois, d'une expérience que vous avez vécue vous-même. Vous pouvez un peu nous l'expliquer? Oui, alors moi j'habite dans un quartier participatif. Alors ça a été très douloureux hein, pour moi, parce que avec mes 19 foyers voisins, faut multiplier hein, parce qu'il y a les enfants, etc. Donc on était 20. On était 10 et 10 à vouloir monter un habitat participatif. Ça a été très compliqué, c'était avant la loi Allure, c'était pas, on n'entendait pas trop parler. Moi, c'était plutôt tout ce qui était co-housing, etc. aux États-Unis qui m'avait intéressée. Et donc ça a été très compliqué parce qu'il a fallu trouver un terrain. Il y a un promoteur qui nous l'a acheté, qui l'a acheté avant nous, donc on avait pu y accéder, trouver le financement avec les banques. Voilà, c'est tout aller voir un notaire pour qu'on lui explique notre projet de vie et notre rêve, et qu'il lui nous parle de droit à la propriété. Enfin bon, ça a été très compliqué. On a mis 5 ans et on a travaillé avec donc une mairie qui à la base n'était pas forcément complètement portée sur le sujet, hein, parce que pas forcément du bon côté politique, on va dire, mais qui a été assez facilitante, avec un aménageur qui a été aussi facilitant. On était 20 au début dans un lotissement à l'américaine, une maison individuelle. Et en fait, on a créé un véritable quartier participatif avec aujourd'hui une association qui compte 100 habitants. Y compris des logements sociaux, puisque le bailleur social a bien voulu jouer le jeu. Alors la mairie l'a un peu poussé aussi, voilà, ça c'est un sujet qui peut intéresser les collectivités, mais on a réussi à faire un quartier participatif. Moi ça me tenait à cœur, vraiment, parce que j'envisageais pas du tout de vivre dans un quartier où je ne connaissais pas mes voisins, de base. Voilà, j'étais à la campagne,
Le fait de connaître ses voisins, de pouvoir en même temps réfléchir, de manière, on appelle ça l'intelligence collective aujourd'hui, mais se dire voilà, quand on emmène ses enfants à l'école et qu'il y a une départementale à traverser, comment on s'organise. Quand on est moi je suis une maman qui travaille, comment je m'organise avec mes enfants, et du coup la solidarité et l'entraide c'est mis en place naturellement, puisqu'on part du postulat en fait, quand on fait de l'habitat participatif, qu'on va s'entraider. C'est la base. Donc je disais tout à l'heure qu'il y a une quinzaine de projets qui sont en cours pour Au fil des voisins. Ce sont des projets qui se ressemblent, qui sont tous différents. Comment quel est le trait commun entre ces différents projets? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Alors, tous les projets sont différents. Même si nous, on a mis en place donc, du coup, un accompagnement qui permet de faciliter les choses. Mais malgré tout, en fait, au départ, on travaille sur la charte de vie commune et la valeur des habitants, les valeurs portées par les habitants. Donc forcément, chacun et chaque groupe se construit différemment. Ce sont des projets qui sont soit urbains, alors beaucoup urbains, parce que c'est vrai qu'il y a quand même une pression foncière et que les habitants ont plus de difficultés à accéder au terrain. Donc du coup, ils font appel à nous pour les aider. Mais malgré tout, on a quand même des projets aussi un peu plus ruraux. Donc là, c'est plutôt les mairies qui font appel à nous dans ces cas-là. Ils ont besoin d'attirer des jeunes familles, etc. Et puis après, en fait, au-delà de l'habitat, donc nous, on travaille avec notamment le groupe La Poste sur les points de contact dans les quartiers, donc les conciergeries, etc. On travaille également avec les habitants à porter des projets. Et donc là, c'est très différent. Moi, j'ai un projet, par exemple, où il y a une crèche participative, donc, puisque dans le groupe, il y a une directrice de crèche qui a voulu lancer le projet, qui l'a lancé avec ses voisins qui n'étaient pas forcément tous intéressés, parce qu'il y a des retraités dedans, donc le sujet de la crèche à la base, c'était pas forcément leur sujet à eux, mais qui s'est ouvert sur le quartier, et donc eux ont été force de proposition. On a un autre projet, ce sont des jardins partagés, une ferme urbaine. Voilà, donc c'est vraiment en fonction de ce que souhaitent les habitants. Et nous, on a sélectionné nos partenaires, donc ce sont des promoteurs ou des bailleurs sociaux, qui ont envie de faire de l'habitat participatif, qui ont signé une charte, qui disent voilà, on s'engage quand même à avoir de la souplesse dans nos process. Je sais que c'est parfois compliqué pour les professionnels d'avoir de la souplesse dans les process, mais en tout cas, voilà, on a aujourd'hui 15 projets qui sont lancés donc, sur toute la France, et on a une croissance importante sur la fin de l'année aussi. Et à Pantin, il y a des choses qui sont susceptibles de se passer? Alors à Pantin, nous, on a des habitants qui sont en demande, beaucoup. Alors certains qui habitent déjà à Pantin, d'autres qui arrivent de l'autre côté du périph', effectivement. Et donc nous, on participe notamment là, à l'appel à candidature du Grand Paris pour pouvoir répondre en tout cas sur un îlot en participatif à ces habitants. En fait, on choisit nos projets en fonction de la demande des habitants. Peut-être une dernière question. Les personnes qui ont envie de s'engager dans ces projets d'habitat participatif, est-ce que ce sont des gens qui sont de base déjà convaincus? Est-ce que c'est des gens qui en fait se font à l'idée progressivement? Est-ce que vous arrivez un peu à observer un profil un peu type, entre guillemets, des personnes qui s'engagent dans ces projets? Alors, pas forcément des gens qui connaissaient l'habitat participatif, mais on se rend compte qu'on a beaucoup de gens qui font du bénévolat dans des associations, qui sont très impliqués souvent dans leur quartier, dans leur ville. D'ailleurs, certains veulent rester dans leur quartier. Je vois, on a un projet à Saint-Denis, les gens veulent vraiment rester, pourtant même ceux qui ont les moyens d'acheter ailleurs, souhaitent vraiment rester dans leur quartier. Ce sont des gens qui ont quand même l'intention de travailler avec d'autres humains, je le répète, mais c'est vrai que c'est pas naturel, c'est plus naturel. Et après, on a quand même une typologie de personnes, on a beaucoup de jeunes familles avec des jeunes enfants, dont les parents sont loin. On a des retraités ou jeunes retraités ou anciens dont les enfants sont loin. Et entre les deux, on a beaucoup de mamans divorcées. Et en fait, le point commun de tous ces gens-là, c'est, ils nous le disent, et y compris, alors souvent dans les zones très urbanisées, on ne veut pas être isolé. Voilà, il y a une vraie peur de la solitude et de l'isolement, quel que soit l'âge et quelle que soit la catégorie socio-professionnelle, d'ailleurs. Et donc, le fait de connaître ses voisins, c'est déjà rassurant. D'avoir un projet qui nous ressemble aussi, c'est rassurant. Moi, c'était mon cas, clairement. Et puis également des projets qui portent, souvent il y a une salle commune dans la copropriété, mais qui est ouverte du coup au quartier, aux associations de quartier, etc. Et là on reboucle avec les gens qui sont quand même dans le bénévolat et qui disent on peut faire ça. Peut-être juste par curiosité, dans la salle à main levée, est-ce qu'il y en a certains qui
ont déjà entendu parler d'habitat participatif? Si oui, levez la main. Oh, bah alors là. C'est beaucoup de personnes. Est-ce qu'il y en a, inscrits sur la plateforme. est-ce qu'il y en a certains qui, aujourd'hui, sont engagés dans un projet d'habitat participatif? Ah, d'accord. Est-ce qu'il y en a certains, et ce sera la dernière question, qui seraient intéressés, qui se sentiraient prêts à franchir le pas de l'habitat participatif? Ok. Ah bah voilà. Ben voilà, effectivement, vous savez ce qu'il vous reste à faire avec, Au fil des avec voisins. Siam. Voilà. Merci Siam. Johan, je reviens vers vous. On a compris voilà, quelle était la jeunesse, quelle était la philosophie de ce lieu. Comment est-ce qu'il s'intègre dans le paysage urbain de Pantin et comment est-ce que vous interagissez avec les habitants de Pantin? Quels sont les types de relations? Comment est-ce que vous les attirez sur le lieu? Comment est-ce que vous vivez votre rôle un peu de catalyseur à Pantin? Comment on fait? Eh ben, déjà on ouvre le portail, on fait des événements assez pluridisciplinaires toujours et déjà avec une programmation très très éclectique, donc déjà qui ramène un public assez différent. Et sur l'aspect local, je pense que déjà on est dans une zone un peu industrielle, mais on n'est pas très loin vraiment des habitations, donc il y a beaucoup d'habitants qui viennent d'eux-mêmes. Et alors il y a un truc qui est très rigolo, c'est les barbecues. Alors ça a été le carton total et donc, qui ramène énormément de gens de Pantin, mais aussi de gens de l'extérieur et c'était pas du tout prémédité. Et c'est vraiment la réussite. Sinon on mène bien sûr plein d'actions spécifiques de relations avec les publics, surtout cette année, on a commencé depuis 3 ans, mais c'est aussi dur au début d'arriver, parce que nous quand on est arrivé, on avait une convention d'1 an, qui a été repoussée de 6 mois, qui a été repoussée de 6 mois, qui a été repoussée de 1 an. Et du coup, quand on a une convention d'1 an, on est un peu la tête dans le guidon et on fait les choses comme on peut. Et puis en fait, quand on reste plus longtemps, ça nous permet de développer ces actions beaucoup plus facilement, simplement. Et puis voilà, donc qu'est-ce qu'on fait exactement? Anne-Sophie qui est là pour en parler beaucoup mieux que moi. Mais on a beaucoup de partenariats avec des associations locales, on a un partenariat avec la maison de quartier, avec le centre social, et voilà, donc on fait tous les dimanches des ateliers aussi, tous les dimanches depuis 2 ans, parce qu'on est ouvert le dimanche depuis 2 ans, et on faisait avant le samedi des ateliers, donc du coup ça attire aussi beaucoup d'enfants. On a énormément d'enfants qui viennent, d'ailleurs des fois c'est un petit problème parce que des fois il y en a beaucoup qui ne sont pas accompagnés. Et des fois on peut recevoir 150 enfants dans la même journée. Donc c'est un peu sympa, mais voilà, du coup des fois il y a une grosse gestion à avoir et donc du coup les enfants, et aussi les parents du coup qui viennent, parce que maintenant on demande aux parents de les accompagner. Voilà, surtout à partir d'une certaine heure, parce que c'est vrai que le soir ça devient plus festif, donc on fait vachement gaffe à ça. Et voilà, donc on mène plein d'actions, mais c'est vrai que l'idée c'est pas non plus de trop théoriser tout ça, c'est de rester ouvert le maximum et de faire des événements. On est pratiquement tout le temps gratuit. Donc du coup ça, c'est vrai que c'est assez rigolo, parce qu'après on n'a pas fait d'études de public, pour avoir vraiment une vraie valeur scientifique de qui vient pas et tout ça. Il faudrait vraiment faire une enquête, ce qu'on aimerait bien faire d'ailleurs, qu'on veut entamer, parce qu'on est tous un peu, sort tous un peu des sociologie, tout ça, donc on se dit que ça pourrait être pas mal. Mais on se rend compte en tout cas, quand on vient ici, notamment le samedi après-midi et le dimanche après-midi, que c'est assez rigolo le mélange du public. Et nous voilà, on a toujours voulu être ouverts, voilà, d'être là et donc du coup d'en faire profiter Ah si, on a eu, j'en ai pas parlé, mais des actions qu'on a eu 2 subventions cette année du contrat de ville. Donc une, ce qui est plutôt sur les ateliers, donc tous les dimanches on fait des ateliers avec des publics particuliers de jeunes, et on a aussi un autre public, une autre subvention qui concerne, là on veut s'ouvrir un peu dans notre potentielle utilité, on veut aller de plus en plus vers l'insertion professionnelle, quelle qu'elle soit, pas de l'insertion de public forcément défavorisé ou d'échecs scolaires, mais du coup on a monté un projet qui s'appelle la Halle aux métiers. L'idée c'est de montrer que tous les métiers à l'intérieur de la halle peuvent être rendus visibles et donc créer des vocations. Juste dans un premier temps par le fait de voir ce que ça veut dire d'être ébéniste, de faire un CAP ébéniste, en fait il y en a plein qui sont dans la halle, qui font des trucs de fou, et donc du coup de dire que de pouvoir voir ça, ça peut amener à faire des vocations plutôt que
Souvent, c'est vrai que je pense par manque de moyens et manque de temps, quand on a un conseil d'orientation, ils nous montrent des photos ou même pas, et du coup on se rend pas compte, et là on se dit qu'en fait on a plein de gens qui ont fait des CAP ou des études supérieures, et qu'en fait, en tout cas, ils y arrivent à faire un métier qui les passionne et tout ça, et que du coup voilà, donc cet Allo métier, c'est l'idée de montrer qu'il y a plein de métiers différents qui sont à côté de collège, lycée, et donc du coup on voulait se rendre visible, donc essayer, et dans ce qu'on aimerait arriver, à potentiellement permettre de l'insertion professionnelle par les réseaux qui sont réellement présents à la Halle. Voilà, donc ça on a initié ce projet cette année et on va voir ce que ça donne. En tout cas, ça prend bien. On a eu déjà on a eu une visite où il y a eu plein de jeunes qui étaient là, une trentaine, je crois. Super. Voilà. Donc du coup, on fait plein de choses différentes et on fait aussi des choses, tous les week-ends. Alain Perriès, quand vous entendez, alors évidemment Souk Machine, vous les connaissez déjà, quand vous entendez l'habitat participatif, plus largement des acteurs associatifs, des acteurs de l'économie sociale et solidaire qui s'engagent auprès des habitants, en tant qu'élu, comment est-ce que vous percevez votre rôle vis-à-vis de ces acteurs-là? Quelle est la place de la ville pour favoriser l'émergence de ce type d'initiative? La ville a trois outils. Premièrement, c'est effectivement la politique de la ville. Donc, c'est un contrat passé entre des associations, l'État et les collectivités territoriales. C'est dans ce cadre d'ailleurs qu'on a agi pour Souk Machine et que lorsque le choix a été fait, on aide. Et un deuxième type d'action, c'est notamment, nous, on a des crèches parentales. On a des crèches parentales et notre action consiste à essayer de trouver les moyens de les aider. Alors des locaux, mettre des locaux à disposition, alors évidemment, pas au prix du marché, sinon ils ne tiendraient pas. Mais donc on a des crèches parentales. Il y a du travail d'insertion. D'abord, on a systématiquement dans tous les marchés publics, des clauses d'insertion. C'est-à-dire que les bénéficiaires des marchés publics doivent s'engager à utiliser un certain nombre d'agents en insertion. Alors quand je dis tous, il y en a qui ne sont peut-être pas en attitude de le faire, mais d'une façon générale, et notamment lorsqu'on a eu des opérations de type PRU, un projet de rénovation urbaine, je pense notamment aux courtières, on a imposé des clauses d'insertion. Et je pense que ces clauses d'insertion sont essentielles parce qu'elles permettent effectivement à des jeunes d'avoir le pied à l'étrier. Ça, c'est essentiel. On a un restaurant d'insertion, disons-le, une grande action de formation avec un restaurant d'insertion qui est extraordinaire, qui est vraiment un lieu de formation exceptionnel et qui a des résultats importants. Et là que nous aidons directement, puisque nous participons dans le cadre des lois nouvelles aux parts sociales de cette association d'insertion. Donc voilà, l'insertion, c'est la première chose. Et puis il y a l'aide aux associations en général. Alors les associations en général, c'est, je ne sais pas exactement, mais ça doit être 120 ou 130 associations qui bénéficient d'une subvention. Alors c'est vrai qu'il y en a, c'est 300 €, ça va pas, c'est pas ça qui change, mais ça peut aller très loin. Et notamment s'il y a une vraie activité importante pour la population, avec beaucoup d'adhérents, avec beaucoup de volonté, notamment envers la jeunesse, on a effectivement des subventions importantes. Et ça, le milieu associatif, il est essentiel. On ne fera rien, je veux dire qu'une ville ne peut rien faire sans le milieu associatif. Ça, c'est évident. Et d'ailleurs, pour Souk Machine, ce qu'il a oublié de dire, c'est qu'il va être obligé de déménager d'ici peu, puisque Est Ensemble va récupérer ses locaux pour en faire un établissement public. Eh bien, nous, on a considéré que l'importance de ce qui est fait méritait qu'on lui trouve un nouveau local, et on lui a trouvé un nouveau local, et maintenant, ils n'ont plus qu'à bosser dedans. Bonne nouvelle. Merci.
Lorsqu'on regarde la Halle Papin, on imagine donc l'urbanisme transitoire, il y a un exemple aussi qui a fait pas mal de bruit dans le territoire parisien, c'est celui des grands voisins, qui est situé dans le 14e arrondissement. Bertil, je crois que vous êtes un petit peu intéressé aux grands voisins. Est-ce que déjà vous pouvez raconter un petit peu ce qu'est ce lieu et quelles sont les leçons en fait qu'on peut en tirer en matière de justement ville juste, pour reprendre le mot que vous utilisiez tout à l'heure? Est-ce qu'il y en a qui connaissent pas les grands voisins peut-être? D'accord. Les grands voisins, donc c'est le site de l'ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul à Paris dans le 14e, qui a été entre la fermeture de l'hôpital et la programmation du projet urbain qui allait se faire sur l'emplacement de l'hôpital. Il y a eu une phase d'occupation transitoire dans laquelle il y a eu des logements, de l'hébergement d'urgence qui a été mis en place. Il y a eu des startups qui sont venues s'installer, notamment du domaine de l'ESS. Il y a eu un restaurant, il y a eu des tas d'activités associatives qui se sont développées de façon assez spontanée, assez bottom-up ou grassroots, comme diraient les Américains. Enfin bref, c'était des trucs plutôt inattendus, extrêmement sympas, très inventifs. Et aujourd'hui, donc, le projet d'aménagement est suivi par Paris Batignolles Aménagement, et qui est dans son programme, dans la façon dont ils entendent, dont ils pensent le devenir du lieu. Ils s'inspirent forcément beaucoup de ce qui a été testé, des usages qu'ils ont pu constater pendant la phase de cette occupation temporaire, et qui ont connu les mêmes affres que vous, Johan, c'est-à-dire un calendrier, enfin du moins des échéances qui ont été repoussées mais qui étaient toujours assez courtes, quoi, donc dans un travail d'urgence, etc. Et en fait ça c'est... je crois qu'il y a beaucoup de projets de ce type-là en Ile-de-France. L'agence d'urbanisme de la région Ile-de-France en a recensé plus de 120, en produisant d'ailleurs un document vachement intéressant sur comment ça se monte, qu'est-ce qui fait sa richesse, etc. Et qui dit en fait, quand on parle de fabrique urbaine, de la façon dont la ville se fabrique, ce sont des espaces où la créativité, l'inventivité, l'innovation sont extrêmement fortes et peuvent servir à façonner le territoire. Moi, je crois qu'il y a un truc aussi très intéressant à mes yeux, c'est que dans ces lieux, c'est exactement ce que vous disiez, Johan, je pense qu'il y a des tests qui sont faits, des activités qui sont proposées, et en fonction de la réaction, de l'assiduité, de la fréquentation des ateliers, des soirées, etc., on met à jour des besoins qui ne sont pas évidents et que sinon on a beaucoup de mal à capter, quoi. Les acteurs de la fabrique urbaine n'ont pas forcément imaginé qu'un barbecue ça marcherait mieux que je sais pas quoi, que les ateliers des enfants avec des enfants qui viennent sans parents ça marcherait bien. Et donc ça c'est quelque chose de vachement précieux parce que ça permet de recueillir des usages qui sinon passent complètement en dehors des radars, ou alors on a des radars pas faits pour capter ce genre de choses. Là c'est le côté vraiment hyper intéressant à mes yeux. Le deuxième c'est que on est souvent dans le faire. Alors, pourquoi je dis le faire? Parce qu'on parle souvent de vivre ensemble. Moi, je parlerais plutôt de faire ensemble. Et le vivre ensemble, ça fait. Enfin, on y arrive en cherchant à renouveler au maximum les formes de concertation. Comment on engage les citoyens dans la participation. Et on arrive un peu aux limites de cet exercice qui consiste à réunir des gens, souvent autour de l'écrit ou d'une oralité très savante, pour essayer de recueillir leurs besoins. Et en fait, on touche... c'est difficile de toucher des gens... nous, on bosse dans des quartiers du 93 où on a beau déployer des trésors d'énergie pour essayer de faire venir des gens qu'on ne voit pas trop souvent dans des réunions publiques sur le devenir du quartier, le renouvellement urbain, etc. On a du mal à toucher des gens qui ne soient pas déjà dans des associations, qu'on connaît par ailleurs, qui s'expriment dans d'autres canaux, etc. Et parce que probablement que la réflexion, la pensée, l'oralité ou l'écrit savant... ça parle pas à tout le monde, et puis on passe à côté de certaines choses que le faire, c'est un bien grand mot pour dire des choses assez simples, mais le faire permet peut-être plus facilement de recueillir ou des pratiques ou des compétences qu'on peut valoriser sur un territoire. Et donc je pense que ça aussi c'est un truc hyper intéressant. Et le dernier point sur lequel moi j'avais envie de réagir, ce que vous disiez, Johan, sur en fait on ne sait pas qui vient. C'est pareil, on a beaucoup de mal, on a regardé un petit peu les lieux en commun, les lieux d'urbanisme transitoire, tous les communs urbains. Alors c'est là encore des grands mots pour dire
des choses assez simples. Et on a du mal à savoir, enfin à ma connaissance, mais peut-être que vous avez une idée, peut-être que vous avez d'autres sources, on n'a pas une cartographie claire ou une image claire de qui fréquente ces lieux-là. On peut présumer que, mais on manque un peu de données pour dire qui fréquente ces lieux-là. Et du coup, on ne sait pas trop quel genre d'usage on recueille, quoi. Est-ce qu'on recueille les usages voilà, c'est pas tout, je ne connais pas bien là, le Papin, donc, mais dans d'autres projets un peu similaires, est-ce qu'on recueille les usages des gens qui viennent gentrifier un quartier et ça reste des usages émergents mais d'une population qui est déjà plutôt bien servie par ailleurs, ou est-ce qu'on arrive à toucher des gens qu'on ne touche pas par ailleurs, voilà. Donc là je pense que c'est vraiment un truc super intéressant à creuser, c'est qui fréquente ces lieux-là, à quel moment, qu'est-ce qu'on peut faire pour... Johan, les grands voisins, vous avez, c'est une forme de source, peut-être pas d'inspiration, mais du moins vous vous retrouvez également dans ce qui peut se passer aux grands voisins. Ce sont des cousins pour vous. Alors sous inspiration non, parce qu'on était là avant. Voilà, c'est ça. Mais après oui, on les connaît très bien, donc il y a pas de, c'est vachement bien ce qu'ils font. Un peu moins bien que nous, mais ça c'est quand même très très bien. Je rigole, mais on les connaît. Siam en parlait à l'instant, du moins Bertil citait cette question de la concertation citoyenne, de comment est-ce qu'on réunit des gens ensemble pour qu'ils puissent s'engager et également pour qu'ils puissent prendre des décisions. C'est vraiment au cœur du projet Au fil des voisins. Comment est-ce que vous arrivez à régler cette question de la concertation, de la prise de décision? Vous disiez tout à l'heure qu'il y avait des ateliers de formation pour régler les conflits. C'est ce genre de choses que vous mettez en place? Alors oui, en fait, la première étape quand on rentre sur un projet Au fil des voisins, enfin sur un projet, en fait, pas qu'Au fil des voisins d'ailleurs, c'est simple. Nous, ce qu'on demande aux futurs habitants, c'est déjà de se poser la question de ce que eux ont envie de faire, leur intérêt personnel, les points sur lesquels ils n'ont pas envie de faire de concessions. Et on demande ça quand il y a un couple aux deux, c'est-à-dire monsieur, madame, parce que c'est monsieur ou madame, parce qu'il y a toujours des problématiques il y en a un qui veut faire et pas l'autre. Quand il y a des grands-enfants, on demande aussi aux grands-enfants. Donc l'idée, c'est déjà de commencer par l'individu. Voilà, vous connaissez la pyramide de Maslow, il faut pouvoir grimper les étages, et pour pouvoir grimper les étages, il faut déjà que ceux d'en bas soient solides et que les fondations soient bonnes. Donc déjà, nous, la fondation, c'est l'individu. Et ensuite, on va travailler... alors, c'est au-delà de la formation. En fait, l'accompagnement, elle est basée effectivement sur des ateliers en formation avec des formateurs, des facilitateurs. Moi, j'en fais partie, parce que j'ai lancé le projet, maintenant j'ai agrandi l'équipe. Mais aussi, on demande aussi aux habitants de se prendre en main et de s'auto-former. Alors il y a des choses sur la plateforme qui permettent de s'auto-former, mais aussi d'assister peut-être à des ateliers, des conférences. On travaille avec les colibris sur le sujet. On travaille également avec des associations du type les éco-villages, ce genre de choses qui sont assez avancées. On a un partenariat avec l'Université du Nou aussi, c'est un bon intervenant sur les sujets de gouvernance, parce qu'en fait aujourd'hui on ne sait pas. Enfin, je ne sais pas si peut-être vous le connaissez, moi avant de faire de l'habitat participatif, je ne savais pas, même si j'ai été manager, je travaillais dans une équipe, etc. Mais en fait, on ne nous apprend pas à l'école à parler avec son voisin, écouter pour juste écouter et pas simplement pour lui répondre. En général, pas très sympathiquement. Donc voilà, ça on n'apprend pas. Et donc ça, c'est des choses que nous... Donc c'est pour ça que dans un process de promotion immobilière, l'accompagnement prend du temps. Et c'est pas très à la mode en fait de prendre du temps. On nous demande d'aller toujours plus vite et nous on prend le temps en fait de les accompagner. Et tout le travail d'Au fil des voisins, c'est de faire l'équilibre entre les contraintes des promoteurs, il y en a ici, il y a un calendrier, il faut livrer dans les temps, surtout les habitants ont envie aussi, les voisins ont envie d'habiter dans les temps, mais de prendre le temps de faire l'accompagnement et donc de réfléchir entre nous. Alors nous on a des outils pour régler, alors c'est toujours la même chose, les outils, moi j'appelle ça le sparadrap qu'on met sur une blessure non soignée. Voilà, on a les outils, maintenant si on n'a pas vraiment l'accompagnement et la posture des habitants, ça ne marchera pas, même si on est super géniaux chez Au fil des voisins. Donc l'idée c'est quand même de dire aux habitants, quand il y a un conflit, voilà les outils qu'on peut vous donner, les outils de communication non violente, ce genre de choses. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est que vous choisissiez la méthodologie que vous souhaitez mettre en place, comment vous souhaitez travailler. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, chaque projet est différent, parce qu'en fait, chaque groupe choisit des outils différents. Je vais prendre un exemple tout simple.
qui est assez clivant, c'est les animaux dans une copropriété. Voilà, il y a des gens qui disent bah, moi je veux avoir mon animal, d'autres oui mais non tu comprends j'ai des enfants, un chien, en plus pour ramasser les crottes dans le jardin, enfin bon. Et donc il y a un projet par exemple qu'on a accompagné à Tours, eux ont choisi, alors il n'y a pas de jugement hein, donc, dans ce que je dis, mais eux ont choisi de dire dans le jardin commun, s'il y a un voisin qui choisit d'avoir un chien, il devra clôturer sa petite terrasse privative. Et alors ils ont été jusqu'à choisir la taille du grillage hein, quand même. Et donc quand ils ont parlé de ça à un autre groupe qu'on accompagnait, l'autre a dit mais c'est pas possible. Enfin, dans ce cas-là, quand tu vas déménager, le nouveau voisin il va plus vouloir partager. Enfin, en fait, c'est simplement la solution fonctionne bien à Tours parce que ce sont eux qui l'ont choisi et ils l'ont inscrit dans leur charte. Voilà, c'est choisi. Et ça fonctionnera pas pour l'autre projet. Parce que les gens, les habitants se disent non, c'est pas possible, on peut pas le mettre en place. Donc nous, on fait l'équilibre entre, on vous donne des outils, et au fil des voisins, c'est un outil. On vous donne la possibilité d'accéder à des fonciers intéressants, d'avoir un professionnel qui va construire pour vous, etc. Par contre, on va vous accompagner pour faire vos propres choix, en fait. Donc dans l'habitat, et on intervient aussi à l'échelle du quartier avec parfois même les futurs habitants des autres copropriétés. Ça, j'imagine, Alain Perriès, c'est quelque chose, alors peut-être que j'enfonce une porte ouverte, mais qui vous parle évidemment, cette notion de pouvoir consulter, pouvoir se concerter avec les citoyens. C'est ça finalement la clé pour réussir à rentrer dans la ville de demain? Oui, il arrive même des fois que les projets de la ville soient rejetés, mais bon, tant pis, c'est la vie. Hein. Simplement, j'ai oublié de dire tout à l'heure qu'en la matière, on a deux axes. Il y a la politique de concertation, et là effectivement on a mis en place un processus de concertation, alors qui est plus ou moins déclenché suivant la nature du projet. Passez-moi l'expression, si c'est pour mettre une pissotière, il y aura moins de consultation que si c'est pour créer une reconversion urbaine dans un quartier. Je vais donner un exemple, ça a été la première grande concertation qu'on a faite, c'est sur la rénovation des Courtilières. La rénovation des Courtilières, c'est un quartier de 6 000 habitants, enfin 6 000 logements, donc un peu plus, ça fait 12 000 habitants. Ce quartier, quand on a lancé la rénovation, on a concerté, d'une part par lettre T, hein, d'où il est ressorti 19 priorités définies par le... Et à partir de ces 19 priorités, on a engagé un processus d'atelier avec les habitants et on a accompagné le projet de façon à arriver au projet définitif qui a abouti à ce que lorsqu'on a présenté ce projet définitif, il y avait 2000 personnes, ce qui est quand même sur un quartier assez exceptionnel. Et les gens se sont appropriés le projet. Alors effectivement, c'est pas tous les jours comme ça, mais voilà, il y a cette méthode de concertation. La deuxième chose, c'est qu'on vient de mettre c'est du tout neuf, hein, ça date de cette année, on a mis en place un budget participatif de 500 000 € en disant, ben voilà, il y a 5 quartiers principaux sur Pantin, il y aura 100 000 € par quartier. Voilà. Donc, vous nous faites des propositions. Donc les gens nous ont fait des propositions de projets. La seule condition, c'est que ça ne devait être des projets d'investissement et ça ne devait pas être des projets qui incluaient des frais de fonctionnement, parce que sinon là on ne maîtrise plus. Donc, et puis, voilà, donc ils nous ont soumis des projets, hein, il y a eu 120 projets qui ont été présentés, il y a eu une commission qui s'est réunie. Là on est en train d'envoyer les lettres aux 120 projets. Et puis, au mois d'octobre, il y aura un vote de la population qui retiendra les propositions parmi les 120. Nous, on n'a pas à intervenir sur... si, on a à intervenir en disant ça, c'est pas... D'abord, soit ça dépasse le budget prévu, soit ça rentre pas dans le schéma. Mais, hormis cet aspect, je dirais, purement technique, il y aura un vote de la population au mois d'octobre et on fera en sorte que un ou plusieurs d'ailleurs, hein, s'il y a un projet à 95 000 € et puis qu'effectivement il a la majorité, il obtient les 95 000 €, ils auront là.
Et il peut y avoir 3 ou 4 projets à 30 000, 40 000 euros. Enfin, c'est complètement ouvert. Et à partir de là, au mois d'octobre, on aura défini quels sont les projets. Et dans le budget d'investissement, dans quelque chose de budget, on trouvera les 500 000 euros. Voilà. Peut-être une dernière question avant de passer à celle de la salle pour Johan et pour Siam. C'est quoi finalement la plus grande fierté que vous pouvez avoir l'un et l'autre par rapport au projet que vous avez mené donc ici à la Halle Papin et au fil des voisins? Si jamais il y avait une expérience justement de participation qui vous vient à l'esprit, laquelle serait-elle? Qui se lance? Hop. Johan. Ok. Bon, la plus grande fierté. Alors, non, on est content de faire ce qu'on peut faire. Ça, c'est voilà, on est très content de pouvoir faire ça, de vivre de notre passion et de pouvoir en faire profiter un maximum de gens, d'être créateur d'emplois aussi, parce que du coup, il y a beaucoup de gens on commence à avoir pas mal de salariés, on commence à travailler avec beaucoup de monde, on sent qu'on crée une espèce de nébuleuse qui se forme autour de tout ça, et donc là, il y a une forme de fierté. De pouvoir gérer son planning, c'est pas mal ça aussi. Non mais ouais, on est content. Merci. Siam? Alors moi j'en ai plusieurs. Bon, je vais dire à titre personnel, j'ai réussi à convaincre le groupe La Poste de me suivre. Moi je suis postière, je travaille depuis 12 ans à La Poste, donc c'est pas une mince affaire quand on a un groupe comme ça, mais ils ont été en tout cas très participatif pour le coup, donc je suis assez contente. Après, plus spécifiquement sur nos projets d'habitat participatif, on en a un on dépose le permis de construire cet été à Orléans, où on est intervenu sur un îlot mixte, c'est-à-dire logement et bureau, et en fait on a réussi à faire en sorte que sur cet îlot, donc le logement participatif, c'est 30 foyers interagissent avec donc les deux entreprises qui étaient à côté. Alors il se trouve qu'une des deux entreprises finalement c'est le siège de notre promoteur qui s'installe là parce qu'il a envie de s'installer dans un îlot participatif, et en fait eux prêtent la salle commune aux habitants, profiteront du potager sur le toit également. Et donc on est un peu sorti simplement de l'habitant dans son logement, dans sa copropriété, parce que là on intervient sur tout l'îlot. Et ça c'est plutôt une fierté, parce que c'est vrai qu'au départ quand les gens sont arrivés, ils ont regardé l'îlot entreprise à côté avec beaucoup de... Voilà, donc on a réussi à faire travailler des habitants et des gens qui étaient finalement de passage, puisque ce sont des employés. Merci beaucoup. On va pouvoir passer à vos questions. Donc il y a un micro qui n'est pas micro sans fil, donc du coup on va essayer de faire circuler le fil également entre les rangs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, ou des réactions d'ailleurs, à lever la main. Ce que je vous demanderai simplement, c'est d'essayer de poser des questions courtes, si possible, pour qu'on puisse prendre le plus d'interventions possible. C'est à vous. Est-ce qu'il y a une question ou une intervention? Au fond de la salle, du coup on va tester la longueur du fil tout de suite. Ou sinon c'est sympa si vous vous déplacez. Merci. Oui, bonjour. J'ai une question principalement à Monsieur Pariès, mais peut-être aux autres aussi, sur le commerce. On a parlé d'associations, on a parlé de logement, d'école, de crèche, on n'a pas parlé de commerce. À Pantin, je trouve que c'est très visible la mutation de Pantin en termes de gentrification, avec ce qu'il y a de positif et de négatif. Qu'est-ce que la mairie, la ville de Pantin peut faire pour encourager cette mutation, encourager de la qualité du commerce de proximité, mais éviter de recréer des enclaves? Parce que je pense que c'est quand même un petit peu le risque. Il y a quand même très clairement des enseignes où un certain type de population ne mettra jamais le pied et vice-versa. Est-ce qu'on arrive, par la mairie de Pantin, à avoir une action positive et inclusive? Moi, c'est un terme que je défends quand même si la justice est très importante. Merci pour votre question. Oui, le commerce est une problématique compliquée. Compliquée parce que si je parle par exemple de ce quartier, qui est le quartier des Quatre Chemins, on a vu ce quartier qui était un quartier très commerçant il y a une trentaine d'années, le commerce se dévaluer considérablement, et je ne voudrais pas jouer dans la caricature, mais enfin l'augmentation des likas mobiles, des kebabs, j'en passe et des meilleurs, c'est pas ce qui donne à la ville son caractère. Alors il en faut,
Après tout, de temps en temps, aller manger un bon kebab, pourquoi pas. Mais il ne peut pas y avoir que ça, pour être très clair. Donc, on travaille sur chaque promotion immobilière, on travaille à ce qu'il y ait au rez-de-chaussée de l'activité en général ou des commerces. Alors je dis activité en général parce que notamment il y a un certain nombre d'endroits où on utilise ces rez-de-chaussée pour permettre l'installation de médecins, etc., ou d'infirmiers ou d'autres pratiques, parce que le désert médical, il nous guette, hein. Il faut être très clair. Ça, et effectivement, remonter le niveau. Et je pense qu'il faut trouver des palettes intermédiaires. Et sur ce quartier, on a mis une supérette Intermarché, donc de classe intermédiaire, et qui marche d'une façon absolument épatante. On n'aurait pas pensé que ça allait prendre aussi vite. Et effectivement, sur les courtières, ça va être pareil. Donc, effectivement, il faut à la fois sur des quartiers plus gentrifiés, pour employer les grands mots, où il y a des commerces un peu plus avec des brasseries, etc., plus ouvertes, il faut quand même que, effectivement, on prenne soin que dans les autres quartiers ou dans les situations difficiles, on n'est pas que des quartiers de riches, hein, et des commerces de riches. Et je peux vous dire qu'on se bat souvent parce que les promoteurs, ils ont entre guillemets leurs commercialisateurs. Et les commercialisateurs, eux, ils prennent contact avec les commerçants, et soyons clairs, ils leur imposent des tarifs, mais quand nous on voit ça, on dit mais c'est pas possible, il ne pourra pas tenir. Il ne pourra pas tenir. Donc il faut se battre en permanence avec ces commercialisateurs pour qu'ils accordent aux commerçants qui peuvent venir des prix de loyer qui leur permettent de se maintenir. Sinon, on va à la catastrophe. On va à la catastrophe. Mais je suis d'accord avec vous, il faut qu'on change le niveau du commerce. Alors on a commencé, il y a une élue déléguée qui même me casse trop les pieds des fois, hein, mais qui ne lâche pas le morceau, si je puis dire, et qui vraiment veut qu'on change. Parce que c'est peut-être un des points qui permettra vraiment que la mixité sociale marche. Elle ne pourra pas marcher si toutes les populations ne retrouvent pas le type de commerce dont elles ont besoin. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, monsieur. Bonjour, merci. J'avais une question pour Siam sur le logement participatif. Je voulais savoir si vous avez parlé de projets qui se créent avec des permis de construire et des constructions. Je voulais savoir s'il y avait aussi des projets autour de quartiers qui existent déjà, avec des gens qui sont déjà installés depuis longtemps et qui souhaitent créer du lien social et avec une nouvelle façon de vivre. Voilà. Est-ce que c'est des choses qui se font? Et puis j'ai une deuxième question aussi, c'est le logement intergénérationnel. Est-ce que ça fait partie aussi des projets participatifs et des options? Merci. Alors nous, tous nos projets, merci pour la question, mais alors tous nos projets participatifs, je ne sais pas si c'est, on ne l'a pas fait exprès, mais en tout cas c'est comme ça, sont tous intergénérationnels. Là où on a plus de difficultés, c'est sur la vraie mixité sociale. On va avoir des projets avec du PSLA. Par contre, quand on doit faire des gros projets avec de l'allocation HLM, etc., et que les bailleurs sociaux rentrent en jeu, c'est plus compliqué aujourd'hui. Mais tous nos projets sont intergénérationnels. Alors, pour la première question, c'était... Est-ce que c'est uniquement du neuf ou il y a déjà des... Oui. Alors, nous, aujourd'hui, nos projets sont exclusivement neufs. Là, on fait un test donc en province et dans le 13e à Paris pour justement transformer des copropriétés existantes en participatif. Alors, ça a été souvent la demande des habitants, en fait, des gens qui ont découvert l'habitat participatif, qui se disent moi je m'entends bien avec mes voisins, je suis bien là où je suis, mais si j'avais su que ça existait, j'aurais peut-être fait comme ça. Donc du coup, ils nous sollicitent et là, ils rentrent dans le process d'accompagnement. Alors, c'est un petit peu différent parce que là, on n'est pas dans de la construction et forcément, bon, voilà, on travaille comme sur la charte, etc. On a la plateforme de service au fil des voisins qui leur permet de gérer leur copropriété de manière participative. Et là, ce qu'on est en train de tester dans un milieu plus urbain comme Paris, c'est vraiment le fait de faire interagir des copropriétés différentes. Voilà, pour en rendre en fait, au-delà de la copropriété, le quartier participatif. Et là, on intervient avec le groupe La Poste
sur les conciergeries, sur les fermes urbaines. On travaille avec Facteur Graines, donc c'est une communauté de facteurs qui porte les sujets de ferme urbaine. On s'est rendu compte, alors moi ça m'étonne pas, le barbecue qui marche bien. En fait, on s'est rendu compte qu'autour d'un jardin, autour de l'apéro, autour de la nourriture, ça se fédère très bien. Et c'est pour ça que du coup on a intégré, alors on n'a pas encore fait le barbecue en zone urbaine, mais faudrait le tester un jour. Mais par contre, voilà, autour du jardin, ne serait-ce qu'un jardin partagé dans un quartier, ça marche bien. Donc voilà, nous on intervient comme ça. C'est pas encore une grande majorité des demandes, mais on sent qu'il y a un frémissement. Merci Siam. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou sinon, témoignage? Oui, au fond. Pour votre intervention. Ma première question, c'est que j'ai pas l'idée très claire sur ce que c'est qu'un habitat participatif. Désolé, je suis peut-être arrivé un petit peu en retard. Ma deuxième question, c'est il y a certains quartiers de Paris qui sont très axés autour de la mobilité en voiture, de bureaux ou de l'affluence de touristes. Est-ce que c'est compatible avec l'habitat participatif? Nouvelle question pour Siam. Alors du coup, l'habitat participatif, c'est vrai que je n'ai pas précisé. En fait, c'est basiquement et de manière très rapide un groupe de voisins qui va se constituer pour co-construire et co-créer son logement avec un architecte en général. Donc ça veut dire qu'ils donnent leur avis sur la façon dont le logement va être conçu. Jusqu'aux parties privées, c'est-à-dire on va vraiment personnaliser son logement en fonction de ses usages. Et dans cet habitat participatif, en général, il y a des espaces qui sont mutualisés. Donc traditionnellement, ce qu'on retrouve nous beaucoup, c'est la buanderie. Ça va être une chambre d'amis, une grande salle qui permet en fait de gagner des mètres carrés, mais en les payant moins cher, surtout dans des zones un peu chères au niveau du mètre carré, de pouvoir le mutualiser avec ses voisins. Donc ça, c'est le principe de l'habitat participatif. Après, il y a plein d'autres choses autour. Moi, j'ai un groupe, ils se voient tous les vendredis soirs autour de l'apéro. Bon, un autre, c'est une fois de temps en temps parce que le niveau de participatif, on le décide entre nous. Donc voilà. Après, sur la deuxième question, dans l'absolu, rien n'est incompatible. C'est vraiment en fonction des habitants. Je vais reprendre juste l'exemple de la voiture. C'est vrai que dans les zones franciliennes, c'est pas le cas partout, mais par exemple en Ile-de-France, on a beaucoup de gens qui n'ont pas de voiture, donc qui décident de mutualiser l'achat de la voiture, en général électrique, et d'en avoir une ou deux dans la copropriété. Voilà. Alors nous, on conseille plutôt les vélos électriques parce que c'est plus facile à l'usage, mais ça peut être cette décision-là. Oui, et puis c'est surtout que c'est plus facile. C'est vrai que la voiture, on part avec le matin, on revient avec le soir, on n'est pas très participatif sur ce coup-là. Mais voilà, il y a ce type de choses. Alors sur le tourisme, je sais pas, vous pensez à Airbnb, c'est ça, ou un truc comme ça? Ah oui, alors Paris c'est compliqué. Nous on n'a pas de projet encore dans Paris parce que c'est cher effectivement, parce qu'il n'y a pas il y a des besoins exprimés, mais pas forcément de volonté de pousser l'habitat participatif. Non, ouais, je ne sais pas quoi répondre en fait. C'est vrai que c'est compliqué. Dans l'absolu, on pourrait faire un habitat participatif dans le quartier latin. Demain, la mairie me dit on a un foncier, on fait le projet. J'ai une liste plus une liste d'attente et une liste d'attente à la liste d'attente. Donc il n'y a pas de sujet là-dessus. Après, voilà, pour répondre globalement, je sais pas si ça répond à la question. On a le temps encore pour une ou deux questions. Oui, monsieur. Une question toujours sur les habitats participatifs. Quel succès. Ces projets-là, ça marche peut-être au début. J'imagine que ça marche bien au début quand les gens font ça ensemble. Et comment ça se passe pour les nouveaux entrants qui arriveraient plus tard? Parce que ils arrivent dans un projet déjà construit, dans un groupe déjà formé, et en général, c'est là où les difficultés commencent. Est-ce que vous avez réussi déjà à intégrer des nouvelles personnes? Voilà. Alors nous, sur nos projets, on est tout jeune, parce qu'on a 1 an et demi, donc le recul est un peu difficile à avoir sur nos projets à nous. Par contre, l'habitat participatif, c'est pas nouveau. On a travaillé, nous, avec un projet à Rennes. Ça fait 30 ans qu'ils existent et ils ont eu des renouvellements. Et ça fonctionne très bien. Alors, en fait, c'est la raison, en fait, l'enjeu principal quand on fait un habitat participatif, c'est vraiment de définir la charte
de démarrage. C'est-à-dire quand vous allez acheter un logement, vous allez regarder le règlement de copropriété, vous allez regarder le compte rendu, etc. Et bien dans un habitat participatif, vous présentez également la charte de vie commune pour que l'acquéreur s'y retrouve, on va dire. Alors en général, sur les projets qui sont plus anciens, ça fonctionne bien quand il y a eu cette charte. Là où ça ne fonctionne pas, c'est quand la charte n'a pas été écrite, clairement. Parce que ça ne pose pas les bases de la vie, ça pose pas... Alors même si elle peut évoluer dans le temps, mais et nous on forme aussi les gens à faire évoluer, c'est-à-dire qu'à un moment donné ils prennent de l'autonomie par rapport à nous, mais de faire évoluer cette charte. Par contre il en faut une. Donc effectivement ça peut ne pas fonctionner si on n'a pas pris le temps, et c'est encore, là je reviens à ce que je disais tout à l'heure, le temps de réfléchir à ce que c'est que son habitat. Donc voilà. Là où il y a le plus de difficultés, c'est quand il y a les clauses de non-spéculation, puisque la loi française ne permet pas d'aller aussi loin que ce que voudraient certains habitants. Donc nous, on travaille avec un notaire sur le sujet quand il y a une vraie volonté. Par contre, ça, c'est plus compliqué quand les mairies demandent justement à ce qu'il n'y ait pas de non-spéculation parce que le terrain a été vendu moins cher. Et on sait que les deuxième, troisième acquéreurs, bon voilà, ils sont plus tenus à cette règle-là. C'est juste ça qui pose un petit peu... Mais ça n'a rien à voir avec l'habitat participatif. Est-ce qu'il y a une dernière question peut-être alors sur l'habitat participatif ou pas? Oui, merci pour votre intervention. Moi j'avais plus une question sur la conception avec la participation des habitants d'un quartier. Donc c'est plus comment en amont, avec le participatif, on peut avoir... Enfin, quels sont les outils qu'on pourrait utiliser pour avoir plus de les personnes représentatives d'un quartier ou pour avoir d'une ville, parce que c'est quand même le plus difficile avec les différences de culture, les classes sociales, et comment est-ce qu'on peut arriver à toucher tout le monde, sachant que souvent ceux qui s'investissent, c'est ceux qui sont déjà un peu concernés. Alors cette question, peut-être Bertil et Monsieur Berriès. Ouais, c'est une question, on a 2h30 devant nous. La question de la concertation, elle est déjà largement théorisée, mais il y a la question des outils que vous évoquiez. Nous, par exemple, pour répondre un peu concrètement là-dessus, pour éviter les sempiternelles réunions publiques avec les gens habituels qu'on entend déjà par ailleurs, etc. Parce que le problème que j'évoquais tout à l'heure, on développe beaucoup de cabinets qui travaillent sur ces sujets-là développent des techniques d'animation qui permettent d'aller un peu au-delà. C'est-à-dire qu'au lieu de le faire dans une réunion publique, on le fait à la sortie du supermarché, dans des événements au marché, etc., en essayant d'aller davantage à la rencontre des gens, enfin des vrais gens, quoi, que d'avoir un lieu et une instance, quoi, qui fige déjà la participation. Après, je pense qu'il y a des vraies questions. Ça, c'est la question des outils, des techniques, etc. Il y en a de nombreuses et c'est d'ailleurs assez bien documenté. Je pense qu'après, il y a la question de qu'est-ce qu'on met en concertation. Et puis après, il y a la question de la concertation elle-même. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on met en concertation est-ce qu'on arrive... c'est comme un entonnoir, quoi, un projet qui peut être concerté. On peut le concerter tout en haut quand toutes les options sont ouvertes et on a beaucoup de choses à... on peut laisser de la décision ou pas d'ailleurs, mais on peut mettre en débat beaucoup de choses et après définir si on souhaite consulter les habitants, c'est-à-dire leur demander ce qu'ils en pensent, mais le politique ou le décideur se réserve le droit d'arbitrer comme il l'entend, ou est-ce qu'on fait de la co-construction ou de la co-décision. Voilà, il y a différents degrés. Et ça, moi, ce que j'ai pu observer dans ma pratique professionnelle, c'est que je pense qu'à Pantin, de ce que j'entendais de votre part, vous avez de la chance, parce qu'il y a des pratiques très mûres, mais c'est pas le cas de certains territoires où je vous vois acquiescer, je pense que vous savez tout ça, et voilà, il y a des territoires où malheureusement c'est pas une évidence, quoi. On ne définit pas clairement les règles de la concertation en amont, on ne dit pas précisément qu'est-ce qui va être fait de la parole et des avis qui sont rendus par les habitants, etc., etc. Donc déjà, ne pas clarifier ça, c'est s'engager dans le processus de la pire des façons, en étant sûr de décevoir les gens qui ont participé, de trahir leurs attentes, d'avoir des ressentiments, etc. Puis après, il y a la question de la concertation. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, mais la concertation, c'est malgré tout souvent les talking classes, quoi. C'est une certaine partie de la population à l'aise avec le savoir, à l'aise avec l'écrit, à l'aise avec des connaissances scientifiques, ou plus ou moins, qui participent, et puis ça exclut aussi tous ceux qui n'ont pas ces capacités-là, ces compétences-là. Et donc, est-ce que... voilà, moi je pense que ça pose des questions sur qu'est-ce qu'on met en débat, quoi. Quand on parle de fabrique urbaine beaucoup plus horizontale ou différente, c'est qu'est-ce qu'on peut saisir
d'usage qu'on ne va pas chercher à recueillir via ces processus très normés de la concertation, quoi. Et là, je pense que c'est un champ qui est vachement plus intéressant, ou du moins plus fertile à aller chercher, quoi. Je pense que l'engouement de tous les acteurs de la ville, quand je dis acteurs, c'est les collectivités, les opérateurs urbains, et l'ensemble des acteurs qui interviennent dans les projets urbains, ils sont un peu fascinés, je trouve, par la question de l'urbanisme temporaire, par la question des lieux comme celui-ci, parce que ça révèle des choses inattendues, quoi, et ça bouleverse un peu les équilibres. Donc là, il y a quelque chose d'intéressant, à mon avis, à explorer. Monsieur Perriès, une réaction par rapport à ce que Bertil dit? Oui, le problème de la concertation, et notamment des groupes, effectivement, dans les réunions publiques, etc., le risque, c'est que la concertation soit confisquée par quelques-uns. C'est un des problèmes qui se posent lorsqu'on met en place des conseils de quartier. Pourtant, on l'a fait, nous, on a mis des conseils de quartier. Le problème, c'est effectivement quelle méthode on trouve pour éviter que, entre guillemets, on refasse les élections municipales à tous les conseils de quartier. Le but, c'est pas que on reparle de ce qui s'est passé aux dernières élections, c'est effectivement comment est-ce que, sur les problèmes d'un quartier, on en parle et qui en parle. Parce qu'effectivement, si c'est le président de l'association Trucmuche qui est infoné de telle partie ou de telle partie, ça ne fonctionnera pas, ça ne fonctionne pas. Et ça c'est là une vraie difficulté. La deuxième difficulté, c'est que il y a un moment où l'élu, qui est élu par l'ensemble de la population, il est quand même le garant de l'intérêt général. Bah oui. Et puis l'intérêt général, ça n'est jamais, jamais, jamais la somme des intérêts particuliers. C'est ça la question de fond. C'est que il y a des moments où l'élu, il est bien obligé de constater que on s'oriente vers une position qui est contraire à l'intérêt général, voire qui induit pour une partie de la population des désagréments qu'elle n'a pas, que ce groupe-là n'a pas à avoir. Et là, voilà, donc on est à ce moment-là dans un moment, je dirais, un peu schizophrénique, quoi. C'est bon, on a dit qu'on concerte, mais bah oui, mais la concertation, c'est que ça ne peut pas être au détriment d'une autre partie de la population. Et là, bah, voilà, il faut agir, hein, il faut choisir. Puis de temps en temps, bah, on applique. De toute façon, d'une façon générale, sur un certain nombre de sujets, les concertations aboutissent. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que les gens qui vous demandent la concertation sont pour, si le résultat leur est positif. Je vais reprendre un exemple. Hein. On vient de concerter pour savoir s'il fallait revenir à 4 jours ou si on restait à 4 jours et demi. Bizarrement non, parce que je pense que le tiers-temps à Pantin fonctionne bien. À Pantin, alors qu'on s'attendait, comme partout, à ce que ce soit le retour aux 4 jours, il y a une majorité des votants qui a voulu rester à 4 jours et demi. Donc on est resté à 4 jours et demi. Sauf que là, c'est plus du jeu, et on entend notamment les enseignants qui disent ah non, mais c'est pas normal. C'est pas normal, est-ce que vous avez posé la question? Ah oui, on a posé la question, puisque il fallait bien que quelqu'un la prenne, la décision. Voilà. Donc vous voyez, c'est pas aussi ça face. C'est pas un long chemin pavé de roses, hein. Faut pas le croire. C'est parfois difficile. Bertil, une petite réaction? Je pense que c'est effectivement essentiel de rappeler que l'intérêt général, c'est faire en sorte que qu'on prenne des décisions qui soient le plus utiles à la collectivité et au détriment éventuellement des intérêts particuliers. Et ça, c'est le rôle de l'élu. Mais ça vaut le coup aussi d'être clarifié quand on rentre dans des processus de concertation, ce qui n'est pas toujours le cas. Et c'est dommage parce qu'il y a des gens qui arrivent et qui pensent que parce qu'ils ont parlé, on va faire ce qu'ils ont dit, etc. Moi je pense que là où ça peut être hyper riche une concertation, j'ai un exemple très concret dans l'Essonne. Je ne dis pas la collectivité parce que c'est pas ça qu'il faut retenir, mais sur la question du vélo. Alors, si vous faites de la concertation avec du vélo, soit vous avez les adeptes, les aficionados du vélo, et donc dans ce cas-là vous avez une expertise d'usage hyper forte, soit vous échantillonnez une population plus large, et alors là vous avez des conflits d'usage à n'en plus finir, etc. Et à un moment,
je pense que le rôle de l'élu, c'est de dire, de toute façon, il y a pour différentes raisons de qualité de vie dans la ville, de transition écologique, de limitation des pollutions, du bruit, etc. Il y a des décisions qu'on doit prendre et qui vont dans un certain sens. Mais dans l'exemple que j'ai en tête, la collectivité avait mis en place elle avait systématisé le fait de convoquer, enfin d'informer les assos d'utilisateurs, les assos de vélo, MDB, mieux se déplacer à bicyclette, je crois, et d'autres, sur chaque aménagement qui allait être fait, en disant venez discuter avec les services de la voirie. Eux, ils sont habitués à faire des routes pour les automobiles, les routes pour les vélos, ils connaissent moins, donc venez discuter avec nous. Et c'était hyper fertile comme dialogue. C'était sur des choses où vraiment la collectivité, grâce à ça, réussissait à recueillir une expertise d'usage qui était pas du tout existante dans la collectivité, quoi. Voilà, pour dire que on n'est pas systématiquement obligé de mettre en débat des choses lourdes, ça peut être aussi du recueil d'expertise et de savoir-faire. Merci beaucoup Bertil, merci Johan pour l'accueil à la Halle Papin, Monsieur Perriès, Siam, merci beaucoup, merci à vous d'être venus.